aujourd'hui la circulation aérienne sur BFR for ATCOS. But, ça va être de vous fournir des éléments de compréhension, des structures, des règles, un peu des trucs et astuces. Bon, voilà comment ça va se décomposer. Petit mot d'introduction, des cas généraux. On s'arrêtera un peu plus sur les paramètres. On verra tout ce qu'il y a dans une séquence départ et dans une séquence retour. Alors, on ne verra ici que ce qui concerne la circulation aérienne, l'air traffic control. Sur Terre, on ne s'occupe pas des questions AWACS tactiques, on ne s'occupe pas des questions d'aéronaval non plus. Tout ça à la sauce BFR. On essaye un compromis entre ce qui est réalisme, jouabilité, facilité. Comme je le disais en introduction, le but c'est de voir un peu la structure, les règles, les méthodes de travail, certaines astuces pour mieux piger ce qu'on fait. Les documentations, on trouvera sur le Discord dans le tableau noir et le doc, le Google Drive BFR. Cette présentation sera également en PDF pour que vous puissiez vous y référer en cas de besoin. On ne va pas trop s'intéresser à la phraséologie. Là-dessus, il y a déjà l'instruction 4 et toutes les documentations qui vont avec sur le Discord. La chaîne YouTube de Mage. Et sur le web, vous trouverez facilement des exemples de phraséologie qui ont été faites par différentes escadrilles, etc. Des choses très bien, donc on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. On va voir quelques généralités à propos des règles de priorité, les clairances, autorisations, qu'est-ce que c'est que les services de la circulation aérienne, les espaces aériens. On fait un petit mot sur les transpondeurs. Alors, règles de priorité. Donc les emergency, alors à modérer sur BFR. Pourquoi on dit ça? Parce que vous allez avoir souvent le ou les mêmes pilotes qui vont revenir 2-3 fois, enfin s'ils ne sont pas fait abattre, 4 fois, par exemple en priorité pétrole, parce qu'ils n'auront pas géré leur carburant en plein combat. Alors c'est sûr qu'en plein combat on a un peu de choses à faire, mais bah, ça fait partie du boulot. Donc on va les prendre une fois, 2 fois, mais s'ils nous font le coup tout le temps, bah, il y a un moment, ça reste un jeu, tant pis pour eux quoi. Hein. On va pas, si c'est de la part des pilotes, c'est un peu une option de facilité, de se dire oh bah je reviens, je suis en priorité. De même, si vous avez 3, 4, 5 avions qui reviennent en priorité, bah il y a un moment, tout le monde ne peut pas passer devant tout le monde. Hein. Donc il y en a qui finiront par terre, bah, tant pis pour eux, puis ma foi, c'est pas bien grave. Hein. Au roulage, les avions au départ sont prioritaires sur un avion en retour. C'est celui qui sera à partir qui passera devant celui qui est au roulage. Pour l'alignement décollage, c'est l'inverse. L'avion à l'atterrissage est prioritaire sur un avion au départ. C'est-à-dire que si on a un avion qui arrive au point d'attente et un qui en même temps est à l'atterrissage et que les deux seront à peu près en même temps au même endroit, alors on fera attendre celui qui est au point d'arrêt plutôt que celui qui est en finale. Hein, il vaut mieux attendre au sol 30 secondes, 1 minute, plutôt que de se retrouver à faire une remise des gaz et de refaire encore un tour. Toute chose égale par ailleurs, c'est comme en voiture, priorité à droite. Et enfin, le bon sens. Maintenant, nous allons voir ce qui est lié aux clairances et à l'accusé de réception. Alors, clairance, je ne sais pas si vous l'utiliserez beaucoup, mais c'est le terme technique pour autorisation. On retrouve ici la définition. Hein, donc elle a été prise sur IVAO, le réseau virtuel qui fait du contrôle avec Flight Simulator. Mais c'est la définition réelle. Ce qui est important, c'est ici, en fait, une autorisation. Ça sert, nous, en tant que contrôleur, à éviter que les avions se rentrent dedans et à faire que la circulation aérienne s'écoule de façon le plus vite possible. Un pilote doit obtenir une clairance, une autorisation pour effectuer un vol contrôlé ou partie de la vol contrôlée d'un vol. Bon, sur BFR, ça veut dire qu'il faut être autorisé avant de faire quelque chose, quand nous on est là. Alors, quelques petits points de précision. Quand on est près d'une piste, le mot autorisation, on va l'utiliser pour décollage et atterrissage seulement. Par exemple, un avion qui va rouler, on ne va pas lui dire autorisé à rouler. On va lui dire rouler. Un avion prêt à s'aligner, on ne va pas lui dire autorisé à vous aligner, mais alignez-vous. Et ce n'est qu'avec atterrissage et décollage qu'on va utiliser le mot autorisé. Alors c'est un plus, c'est mieux. Maintenant, on est sur BFR. Si vous utilisez quand même les mots autorisés pour rouler, etc., c'est pas très très grave. Quand vous donnez une autorisation à un pilote, quand vous lui dites de faire quelque chose, il peut vous demander autre chose. De partir sur une autre piste, d'utiliser un autre point de sortie, d'arriver en longue finale plutôt qu'au break. Dans la mesure du possible, accéder aux requêtes du pilote. Uniquement dans la mesure du possible. Si c'est pas possible, si ça vous arrange pas, le pilote fait ce que vous dites. Attention aux initiatives des pilotes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir un pilote à qui on dit par exemple de procéder, puis tout d'un coup, hop, on le voit en 360 sur la longue finale parce qu'il a entendu à la radio qu'il y avait du monde devant. Bah oui, mais si on lui dit de procéder, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on sait que ça passe, et qu'il y a du monde, il y a peut-être du monde derrière. Donc attention, hein, sur BFR, ça c'est un grand classique. Un pilote doit collationner, accuser réception de ce que vous lui dites. Normalement, il doit répéter les autorisations, la piste, le QNH. Si je dis à Pouet 11, autorisé atterrissage piste 09, autorisé atterrissage piste 09, Pouet 11, QNH 1014, le QNH 1014, Pouet 11. Pour le reste, un simple reçu suffit. Mais normalement, un simple reçu quand on est autorisé ne suffit pas.
En cas de doute, levez le doute, hein. Mais on a des pilotes très expérimentés qui nous balancent des reçus à tout va. Bah, il y a des cas, un simple reçu, bah, moi je sais pas ce que tu as reçu, ça se trouve, t'as pas bien compris ce que je t'ai dit. Pour information, pour que vous sachiez un peu plus le cadre dans lequel on évolue, juste un petit mot sur les services de la circulation aérienne. Quand on fait du contrôle, c'est qu'une partie des services. Hein, il y a le service d'alerte qui consiste à alerter et prévenir les organismes de secours en cas de besoin. Il y a le service d'information de vol. C'est-à-dire quand on donne les paramètres et les informations utiles, là on est dans l'information de vol. Et le service du contrôle, ça consiste à séparer les avions pour qu'ils se rendent par dedans et à ordonner la circulation aérienne pour qu'elle soit fluide et la plus rapide possible. Et ça se fait sous forme de séparation. On va le voir juste après. Dans certains cas, on sépare les avions. Dans certains cas, on se contente de faire des informations aux avions pour qu'eux-mêmes se séparent. Donc le service du contrôle, ça se rend sous deux formes. Sous une forme de séparation entre aéronefs ou sous forme d'information. Typiquement, on va séparer les avions quand ils sont au vol aux instruments. On en reparlera un peu après. C'est-à-dire quand ils sont dans des conditions de vol où ils ne se voient pas, où ils ne voient pas ce qu'il y a dehors. C'est à nous de faire en sorte de les mettre à une distance de sécurité les uns les autres. Typiquement, cette norme de séparation, ça consiste à mettre autour d'un avion une bulle d'environ 5 nautiques et de 1000 pieds autour de lui. Voilà. On fait en sorte que dans cette bulle, il soit tout seul. Alors, il y a des cas, ça peut être plus que 5 nautiques, ça peut être moins que 5 nautiques. Sur BFR, on peut dire que c'est en gros 5 nautiques, 3-5 nautiques, ça passe quoi, hein. Voilà, même si c'est moins de 1000 pieds, c'est pas la catastrophe. Voilà. Cette séparation horizontale est ajustée en fonction de la cadence. On y en reparlera plus tard. La cadence, c'est le nombre, la vitesse à laquelle je peux mettre des avions sur la piste. Bah, selon la vitesse à laquelle ils peuvent dégager, etc., je vais pouvoir mettre un avion toutes les 30 secondes, toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Bah, si je mets un avion que toutes les 2 minutes, il est évident qu'il va me falloir plus de distance entre deux quand ils sont en l'air pour avoir ce temps de séparation sur la piste. Voilà. Donc on sépare les avions en cas de vol aux instruments. Dans les autres cas, entre les avions, quand il fait beau, en vol à vue, ou sur un vol à vue vers un avion qui vole aux instruments, alors on fait sur le papier juste de l'information. On s'assure que Pouet Pouet One One, il voit bien Jeannot One One. Et une fois que Pouet Pouet One One voit Jeannot One One, c'est à lui de se séparer. C'est rappeler en vue de machin. Ok, j'ai en vue. Ok, numéro 2 derrière. Et c'est à celui qui est numéro 2 de faire en sorte de garder la distance raisonnable avec le numéro 1. Sachant que bah il y a des cas où on peut simplifier la vie en donnant un cap. C'est-à-dire ou en donnant une séparation, en mettant les avions en attente. Si Pouet Pouet One One, vraiment il voit pas Jeannot One One et qu'il le fait attendre, bah on va le maintenir 1000 pieds au-dessus. On va lui dire de faire un 360. Voilà, on va en faire un peu plus pour se simplifier la vie. Attention à contrario de ne pas en faire trop en donnant des caps à tout va, des séparations à tout va dans tous les sens, parce que ça pour nous c'est une surcharge de travail. Un mot maintenant sur les espaces aériens, avec une jolie carte du bordel de la région parisienne. Ce que les pilotes ont dans leur kniboard, qui a été magnifiquement fait par Tripac, c'est des cartes simplifiées, qui sont des cartes d'approche à vue. Visual Approach Chart, carte d'approche à vue. Voilà l'exemple de Krasnodar, hein, donc qu'on va détailler un peu plus après, avec les circuits chasse, donc uniquement les circuits chasse qui sont représentés, c'est-à-dire les arrivées au break. Dans un circuit conventionnel, avec une montée initiale, un vent traversier, une vente arrière, une base, une finale, on est généralement sur des circuits plus larges que sur un circuit qu'une arrivée au break. Sur la partie en l'air, nous avons les points d'entrée, et qui sont aussi des points de sortie. Novembre, Sierra Echo, Sierra Whiskey, Whiskey pour Krasnodar. Ces points d'entrée et de sortie ne sont pas obligatoires dans la mesure où ça ne gêne pas. Un avion qui part en 09, comme c'est la plupart du temps le cas sur BFR pour aller sur MyCop, n'est pas obligé d'aller par Sierra Echo dans la mesure où ça ne gêne pas. Ce qui est indiqué ici, 1600 pieds, c'est une altitude, donc au QNH. Et on verra que sur BFR, on fait tout au QNH. La CTR qui correspond ici, elle va du sol à 2600 pieds. Alors pas comme ici 5000 pieds où c'est une ancienne carte, hein. On retrouve ici sur notre Vulot ATC bien les 2600 pieds. Avec la TMA au-dessus, on va en reparler juste après. Ici vous avez DHX, ça veut dire que c'est un espace aérien de classe D durant les horaires de fonctionnement de l'organisme qui assure le contrôle là-dedans. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais classe D, on va dire que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On sépare les avions IFR entre eux, et quand il fait beau, on se contente de faire les informations. Voilà, la TMA, CTR et TMA, hein, les CTR qui sont les zones de l'aéroport, ici pour Krasnodar, Center pour Pachowski, et au-dessus, on a souvent une zone, une TMA, Terminal Area, ou zone d'approche, qui englobe ces aéroports, qui se situe au-dessus. Hein, on voit ici le plafond de la CTR qui correspond au plancher de la TMA,
hein. Et c'est là-dedans que se fait le tri des avions à l'arrivée et au départ en approche. La vue au sol. Nous avons l'élévation ici, hein, pour Krasnodar, une centaine de pieds. C'est l'altitude liée au QNH. Pour ça que c'était indiqué que l'arrivée au break était à 1600 pieds. Puisque un break typiquement se fait à une hauteur de 1500 pieds. Eh bien, 1500 plus 98 pieds, on arrondit, on dit que le break se fait à 1600 pieds. Attention, à la zone de réarme refuel, il est important qu'un avion qui va réarmer refueler aille dans cette zone verte pour ne pas se retrouver sur la rampe 1 ou la rampe 2 avec un avion qui spawn au même moment et tout ça, ça fait boum. Dénomination des taxiways, c'est pas toujours le cas, mais généralement les taxiways sont nommés de A à B, C, D, etc. de la piste en partant du numéro de piste le plus faible. Hein, ici 09 ABCD, à MyCop, c'est une 04, bah, le taxiway et le point d'attente alpha sont au niveau du seuil 04. Les points d'attente portent le nom du taxiway. Taxiway alpha, point d'attente alpha. Taxiway bravo, point d'attente bravo. On peut dire point d'attente ou point d'arrêt. Juste pour montrer la différence entre une carte d'approche à vue et une carte d'approche aux instruments. Là nous avons le cas de Batumi, avec des points, même si là il y a un arc DME, qui sont des références visuelles. On peut naviguer en regardant, et d'ailleurs on doit naviguer en regardant dehors. Alors qu'une carte d'approche à vue, on est sur des choses plus qui se font aux instruments, avec des trajectoires plus contraintes, etc. Les différentes positions de contrôle que l'on peut trouver sur BFR. La plupart du temps, on n'active qu'une seule position, Krasno Tour. On fait un petit peu tout. Quand le sol est actif, en cas d'event, ou si on est assez nombreux, en cas d'event, si un soir il y a pas mal de contrôleurs présents qui s'occupent du sol, donc ils s'occupent des avions de la mise en route jusqu'au point d'arrêt, où il les transfère au contrôleur tour. A contrario, au retour, les avions, une fois dégagés, attendent sur le taxiway et sont transférés au contrôleur sol. Le contrôleur tour, il gère les alignements, décollage, tout ce qu'il y a sur la piste, plus tout ce qui se passe dans la CTR. Quand on est tout seul, on fait aussi tout ce qu'il y a au sol, et éventuellement, on peut faire la TMA. Le finaliste, celui qui fait les finales, les GCA, il va s'appeler Krasnodar Final ou Krasnodar Précision. Donc il va gérer les finales aux instruments type GCA. Et le contrôleur TMA, il va gérer, ou Krasnodar Approche, Krasnodar Radar, il va gérer toute la TMA et éventuellement faire aussi les finales. Donc lui aussi, il va être présent, plus en cas d'event. Un petit mot sur ce que c'est le GCA. Ground Control Approche, approche contrôlée du sol. Hein, c'est une approche avec un radar spécifique, par Precision Approach Radar, qui va détecter les avions s'ils sont haut, droite à gauche par rapport à l'axe, avec cette antenne-là, et haut, bas par rapport à un plan de descente, par rapport à cette antenne-là. Et on dit aux avions trop haut, trop bas, trop à droite, trop à gauche, tourner à droite, tourner à gauche pour les maintenir sur l'axe. Et avec ça, on arrive à guider les avions comme avec un ILS catégorie 1, c'est-à-dire à les amener jusqu'à 200 pieds. Le GCA, faut s'entraîner pour le maîtriser. Il y a des procédures spécifiques, des formations complémentaires peuvent être faites à ce propos. Cas du transpondeur sur BFR. On va assimiler un IFF qui est le terme militaire pour Identification Friend or Foe et le transpondeur. Sur BFR, on va se servir principalement du mode 1 qui est un code mission. Et par exemple, ici nous avons Felix 11 qui est en cap sweep sur TUAPS Gudota. C'est-à-dire qu'au roulage ou à la mise en route, il a affiché le code 12. Et nous, en passant notre souris juste sur l'avion, eh bien ça nous affiche où il va. C'est pratique, ça évite de demander, ça évite d'oublier, ça évite de noter. Le mode 3, qui est sur 4 digits, de 00 à 777 plus Charlie, c'est-à-dire l'alticodeur. Normalement, c'est ce qui renvoie l'altitude de l'avion, puisque le radar classique ne détecte pas l'altitude. Hein, il faut que c'est l'avion qui nous envoie cette information. Alors c'est pas utile sur BFR parce qu'on est en mode arcade, sauf en cas de emergency et compagnie, comme on a les codes ici. Un avion qui mettrait 7700 sur BFR, il y a un joli carré clignotant dessus. Alors le 7500, le hijack, le détournement, comme c'est essentiellement des monopilotes, si vous voyez ça, ça veut dire que le joueur souffre de schizophrénie. Et maintenant les paramètres, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond. Normalement, avant de mettre en route, ou avant de rouler, hein, pour ceux qui mettent en route avant de nous appeler, parce que pour les radios, c'est mieux que faut que le moteur soit déjà allumé, etc. Les avions doivent nous demander donc cette autorisation de mettre en route et de rouler, ainsi que les paramètres. Nous, on va leur donner l'autorisation de rouler, de mettre en route, et leur transmettre justement ces paramètres.
C'est à Poète-Poète-Moine au parking de F16 pour une mission de strike secteur Tuaps. On demande la mise en route et les paramètres. Poète-Poète-Moine, la mise en route approuvée, la piste en service 09, terrain bleu, le QNH alors 29,92. Rappelez pour rouler. Donc, premier élément qu'on donne, la piste en service. Éventuellement, pas obligé de le donner à la mise en route, le vent. La couleur terrain. En fait, c'est une indication synthétique de la météo et ça conditionne le type d'arrivée et de départ. On va le voir dans le détail après. Et le QNH. Alors là, je l'ai mis en hectopascal pour les avions américains, en pouces de mercure pour les avions russes, en millimètres de mercure. Le vent, ça va être le principal facteur qui conditionne la piste à service, puisqu'un avion décolle et atterrit, dans la mesure du possible, face au vent. Petit piège sur DCS, parce qu'il y a eu plein de discussions là-dessus, ça revient régulièrement. Sur le TATC, le vent n'est pas forcément bien indiqué. Vous voyez ici, il met un vent du sud pour 0 nœud. C'est pas ce qu'il y a en jeu. Ce qui compte, c'est le vent qui est indiqué ici. Alors, comment on détermine quel est le vent en fait? La force du vent, on l'a ici, 2 mètres par seconde. Donc nous, on parle en nœud. En gros, vous multipliez les mètres par seconde par 2, vous avez la force en nœud. 2 mètres par seconde, ça nous fait 4 nœuds. Et le vent qui va nous intéresser, c'est le vent météo. Le vent d'où il vient. 220, c'est le vent vers où il souffle. Et là, d'où il vient? Il vient du 0,40. On a un vent du 0,40 pour 4 nœuds. Alors, il peut y avoir d'autres facteurs que le vent qui rentrent en compte pour la piste en service. Là, on voit que notre vent souffle gentiment du 0,40. Mais par exemple, si le vent est calme, eh bien, ça peut être le soleil. Si ma mission m'amène à travailler plutôt dans l'ouest, eh ben, où je suis par là, ça peut être intéressant que je décolle plutôt en 27. Dans ce cas-là, si la piste en service, c'est la 09, que les avions utilisent classiquement la 09, alors je peux faire décoller, ou je peux atterrir en 27, uniquement si, et je dis bien uniquement si, ça ne dérange pas le trafic qui évolue dans le sens normal. S'il n'y a personne, je peux tout à fait décoller en 27, atterrir en 27, voilà, sauf emergency. Voilà. Maintenant, si j'ai du monde qui est prêt à partir en 09, qui est aligné, du trafic qui arrive en finale, et bah lui au sol, il fait le tour jusqu'au point d'arrêt d'attente ou alpha, et puis lui, bah, soit il fait le grand tour et revient pour le break, soit il intègre directement une vente arrière 09. Un mot pour faire un point sur la météo avant d'attaquer les couleurs terrain. En gros, il y a deux grandes catégories. Il fait beau, je vois le sol, je peux rejoindre le terrain en utilisant uniquement des références visuelles extérieures, uniquement un. On est en vol à vue. Ce qu'on va appeler aussi en VFR pour Visual Flight Route ou CAM Victor pour circulation aérienne militaire à vue. Bon, pour faire ça. Et là, je vais comme outil, je vais utiliser ma fameuse carte d'approche à vue. Je ne vois pas le sol, je ne peux pas rejoindre le terrain en utilisant les références visuelles extérieures. Il y a des nuages, il fait nuit, il n'y a pas de lumière, je suis obligé de regarder, de me servir de mes instruments dans mon avion. Il y a deux cas. Il y a le cas où j'ai juste une couche à traverser de nuages, et puis après, pouf, je vais passer en dessous, et je vais pouvoir arriver à vue. Donc dans ce cas-là, cette traversée de couche se fait soit tout seul, soit avec l'aide du contrôle, et je termine à vue. Soit il fait vraiment mauvais, et il va falloir que je fasse un atterrissage aux instruments. Donc je suis en régla en IFR, Instrumental Flight Rules ou CAM India. Et donc voilà les couleurs terrain qui sont des informations synthétiques tant qu'il fait en termes de visibilité et d'auteur plafond. Ce qu'on a mis nous c'est les codes français, c'est à peu près la même chose avec les codes UK et les codes NATO US. Donc pour ces couleurs terrain, on a les informations de visibilité en mètres en haut et ici en pied la base des nuages. Alors ce qu'on a pour overcast, broken, scattered, en fin de compte, c'est la couverture nuageuse. Overcast, ça veut dire que le ciel est complètement couvert, on ne voit pas de ciel bleu. Broken, plus de la moitié du ciel est couvert de nuages. Et scattered, c'est une partie, mais un peu moins de la moitié. Nous, on va en se tenir plus à ce qui se passe chez les NATO que en France ou en Angleterre. On va pas prendre en compte le scattered. À partir du moment où il y a moins de la moitié du ciel qui est couvert, vous trouverez forcément un trou pour descendre et pour vous rapprocher du terrain en condition de vol à vue. Comment lire ce tableau? Pour être du côté favorable, il faut que les deux conditions soient remplies. Bleu, c'est-à-dire qu'il fait grand beau, il faut à la fois plus de 8 km de visi et plus de 2500 pieds de plafond. Pour être blanc, il me faut plus de 5 km de visi et plus de 1500 pieds de plafond. Par contre, dès que je vais avoir moins de 2500 pieds de plafond, on va dire au hasard 2000, même si j'ai 8 km de visi, alors je passe blanc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ici, on est sur des hauteurs, pas des altitudes, déjà.
hein. Si on prend le terrain de Maïkop qui est à 400 pieds, eh bien, on passe la limite de rouge quand on est à peu près à 600 pieds au-dessus, 600 pieds QNH, 200 pieds au-dessus du terrain. Bleu, on voit que c'est plus de 8 km de visible, plus de 2500 pieds, à vue. On arrive à vue, on part et on départ, on part et on arrive à vue sans problème. Blanc, il peut y avoir une visibilité moins bonne ou une couche à traverser. Voilà. Mais dans les deux cas, on est dans le vol à vue. Le vert. Alors là, vert, la visie commence vraiment à être un peu plus dégueulasse. Ou le plafond, bah, moins de 1500 pieds jusqu'à 700 pieds. Donc, il va falloir être guidé ou arriver aux instruments dans un premier temps pour éventuellement finir à vue, en finale ou au break, sous la couche. Jaune, on a moins de 3700 mètres de visie ou moins de 700 pieds de plafond. Là, il n'y a pas le choix, c'est approche aux instruments. Il ne faut pas assez beau pour arriver à vue. Et on peut se contenter par contre d'une approche qu'on appelle une approche classique, une approche tacon. Terrain ambre, et ben là il commence vraiment à faire mauvais. On est obligé de faire une approche de précision, d'être guidé assez finement jusqu'au seuil, c'est-à-dire un GCA ou un ILS. Et rouge, et ben il fait tellement mauvais que c'est atterrissage interdit. Alors c'est atterrissage interdit pour des ILS 4.1, etc. Bon, sur BFR, on peut s'amuser à jouer pour le plaisir avec une météo vraiment craouette, hein. Donc, normalement, quand en tant que contrôleur, on annonce à un pilote couleur terrain bleu, blanc, vert, jaune, il sait que au retour, bah, ça va être plus ou moins totalement à vue, qu'il va falloir traverser une couche, etc. Avec cette particularité pour le moment sur DCS, que la météo à un endroit, bah, c'est la même partout sur tout le théâtre d'opération. Maintenant, ce qu'on appelle le calage altimétrique. Alors, on va passer rapidement sur les définitions. Normalement, vous connaissez ou vous en avez déjà entendu parler. Ce qu'on appelle le calage altimétrique, c'est la pression atmosphérique qu'on va entrer dans son appareil, dans son avion, et qui sert de référence pour déterminer la position verticale. Il y en a typiquement trois. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle le QFE, Québec Fox Echo. Ça, c'est la pression atmosphérique qui règne au niveau de l'aérodrome. Par exemple, ici, alors si je prends pour les avions américains en pouces de mercure, 25,48, je mets ça, et bien par rapport à l'aérodrome, cet avion, je suis à 6500 pieds. Alors, attention, parce que la confusion est vite faite, il y a une différence avec la radiosonde qu'on a dans la plupart des chasseurs, qui elle est une position instantanée par rapport au relief. On pourrait imaginer qu'ici il y a une colline, et bien je me verrais, si je passe vertical, je me verrais à 3000 pieds au-dessus de la colline, alors que je serai à 6500 pieds au-dessus de l'aérodrome. Ensuite, il y a ce qu'on va utiliser le plus, le QNH. Alors ça, c'est la pression atmosphérique qui règne au niveau de la mer. Hein, on voit qu'ici, la mer est 3000 pieds en dessous du terrain. On a une pression atmosphérique de 28,44 en pouces de mercure. On est à une altitude de 9500 pieds. Alors quand on parle par rapport au Fox Echo, on dit qu'on a une hauteur de 6500 pieds. Et ici, par rapport au QNH, on est à une altitude. Enfin, il y a ce qu'on appelle le calage standard ou le QNE, même si c'est un terme que j'ai pas beaucoup entendu, où là on parle en niveau de vol. C'est-à-dire que par rapport à cette référence standard de 1013 hectopascal, là je suis à 11 000 pieds, soit j'annoncerai que je suis au niveau de vol 110. Alors, sur BFR, par défaut, on ne va utiliser que le QNH. Parce que le QNH, c'est la référence qui est prise en compte pour indiquer la position verticale des aéronefs dans l'OTATC. Ensuite, contrairement à la réalité, le QNH est le même partout. Donc c'est simple, même si certains parlent en niveau de vol, eh bien ça supposerait de passer avec des niveaux de transition, etc. Là on rentre dans des choses un peu compliquées, donc on ne garde que le QNH pour BFR. Attention, si vous regardez la position verticale d'un aéronef sur la vue par, elle est prise par rapport au terrain, c'est au Fox Echo. Sachant que les finales par, maintenant ça se fait plutôt au QNH. Dans certains cas, notamment des chasseurs, la font au Fox Echo. On va voir un peu quelques cas, quelques règles en fonction des différentes séquences de vol. D'abord le départ, quelques points dans le cadre du roulage. S'il y a une patrouille, c'est le leader qui fait les communications pour tous les appareils. S'il y a Pouet Pouet 1, 2, 3, 4, c'est uniquement Pouet Pouet 1 qui parle. Vous pouvez entendre un avion faire Pouet Pouet 1 check. Ne sautez pas tout de suite sur le micro, ça peut être un check interne. Un Pouet Pouet 1 check, 2, 3, 4, pour s'assurer que tout le monde est bien sur la fréquence. Et là, Pouet Pouet 1 reprend la fréquence. Et vous pouvez lui parler. Un avion qui a mis en route, qui est prêt à rouler. Il va vouloir rouler vers le point d'arrêt ou d'attente, la même chose. Vous pouvez le laisser rouler sur son point d'arrêt, alpha ou bravo, à sa convenance. Vous pouvez lui dire même rouler point d'attente à convenance, sauf en cas de contrainte. Si vous avez déjà du monde, ou trop de monde, ou qui bloque sur bravo, bah vous allez faire rouler sur alpha. Pour une patrouille ou des avions lourds, par exemple un A10 chargé, par défaut, ils vont plutôt rouler vers le point d'attente alpha. C'est-à-dire pour avoir le maximum de pistes.
La dénomination des taxiways, c'est un rappel. En général, ça va du numéro de piste le plus faible vers le plus fort. Là, j'ai le 09, bah, c'est A, B, C, D en allant vers la 27. Et on rappelle, toutes choses égales par ailleurs, les départs sont prioritaires sur les retours. Cas des alignements décollage. Un pilote peut demander, et nous aussi on peut demander, un décollage immédiat qui inclut un rolling take-off. Un rolling take-off, c'est-à-dire que l'avion ne va pas s'arrêter sur la piste le temps de faire des checks, etc. Dès qu'il vous le demande, il s'aligne, hop là, et il décolle dans la foulée. Donc un décollage immédiat, l'avion ou la patrouille l'avion doit vous le demander avant, ou vous pouvez demander, quand, par exemple s'il y a un appareil qui approche en finale et que c'est un petit peu juste, demandez à l'avion qui pointe d'attente, est-ce que vous êtes prêt pour un départ immédiat? Oui, non. S'il est prêt, ça veut vraiment dire qu'il va y aller tout de suite, il ne va pas s'attarder sur la piste. Sinon, il attend. Dans le cas de la patrouille, l'autorisation de décollage est valable pour toute la patrouille et attendez-vous un temps d'occupation de piste supérieur pour un avion seul. Pour autoriser l'avion qui suit à atterrir ou à décoller, il faut que la piste soit dégagée dans le cadre de départ. Et on dit que la piste est dégagée quand l'avion au départ a franchi le bout de piste ou a amorcé un virage. C'est-à-dire, si j'ai un avion au départ ici, la piste est dégagée s'il tourne rapidement ou dès qu'il a franchi le seuil de piste. À partir de ce moment-là, un autre avion peut soit décoller, soit franchir le seuil de piste à l'atterrissage. Le cadre de la sortie de zone. Selon les demandes du pilote ou les impératifs de la circulation aérienne. Par terrain bleu-blanc, quand il fait beau, l'avion peut sortir par un point de sortie, Sierra Echo, Novembre Whisky, voilà, en haute altitude ou en basse altitude. Il peut aussi demander, ou vous pouvez aussi proposer, imposer, une sortie sur un cap ou un autre point, et directement haute altitude, basse altitude. En cas de terrain vert, jaune ou ambre, on oublie les points de sortie car la météo ne permet pas de repérer les points de sortie avant d'être dessus, ou même carrément de les voir. Donc dans ce cas-là, les avions partent plutôt sur un cap et à une altitude, généralement, qui leur permet de rejoindre les cas d'approche F. Donc, cas des retours. D'abord, on a vu que la couleur terrain déterminait un peu ce qu'on allait faire au départ et surtout à l'arrivée. Ce sont les principes de base avec la possibilité, bien sûr, d'être beaucoup plus souple sur VFR. Alors, dans les cas du VMC, où il fait suffisamment beau, bleu, il fait grand beau, pilote voit le sol, arrive à vue par les points d'entrée en autonome, pas besoin d'être guidé. Dans le cadre de blanc, il se peut qu'il y ait une couche nuageuse à traverser en dessous de 2500 pieds, une visibilité qui commence à se dégrader. Alors le pilote peut se présenter de façon autonome sur les points d'entrée, passer la couche ou vouloir être guidé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, supposons qu'il y ait une couche, il est à 10 000 pieds, il y a une couche de nuages à 7 000 pieds, eh bien on peut lui dire descendez, volez cap temps. C'est-à-dire on lui donne un cap vers un endroit dont on sait que le relief est en dessous de la couche nuageuse. Descendez, par exemple, 3000 pieds, rappelez en vue du sol. Dès que le pilote va passer sous la couche, dès qu'il sera en vue du sol, ok, poète poète one one en vue du sol, reçu, poursuivez à vue, rappelez whisky. Alors ça peut être le faire descendre sur un cap, ça peut être aussi lui dire procédez vers Krasnodar, descendez 3000 pieds, rappelez en vue du sol. Ce qui va être important là, ça va être de l'autoriser à descendre jusqu'à une altitude qui procure une marge de sécurité par rapport au relief. Vert, c'est la même chose, alors il va falloir le guider, sauf que cette fois il va falloir l'amener plus près. On va le guider quasiment jusqu'à la longue finale. Dans le cadre du terrain vert, il va falloir guider l'avion pratiquement jusqu'à l'amener sur l'axe, jusqu'à la longue finale, l'IP. Même sur BFR, encore une fois, si on veut être un peu plus joueur, on peut laisser le pilote se débrouiller. Vert, guidage pour la longue finale à une hauteur inférieure à la hauteur publiée. On voit que le break ici, il va se faire en dessous de 1500 pieds, entre 1500 et 700 pieds. Alors attention, dans le cas du vert, la prise de visuel du terrain est tardive, ce qui fait que le temps de dire, si c'est pas nous qui avons la tour, de dire à l'avion contacter la tour, etc., le temps qu'il change de fréquence, il y a des chances qu'il arrive pratiquement au break. Attention, dans le cas de terrain vert, des départs arrivés simultanés, c'est-à-dire un avion qui arrive, un autre qui est prêt à décoller. Tout ça, les gens vont se voir un peu au dernier moment. Alors, maintenant, voyons le cas où la météo impose normalement un retour aux instruments. Jaune, visibilité inférieure à 3700 mètres ou plafond inférieur à 700 pieds. Dans ce cas-là, il faut faire une approche classique, c'est-à-dire sur DCS, une approche TACAN, 2 éléments, éventuellement avec des waypoints rentrés. Bon, voilà. En tant que contrôleur, on peut guider jusqu'à l'approche finale ou faire un suivi de la procédure s'il y en a. Quand le terrain est ambre, alors là, on est vraiment dans une météo qui commence à être bien dégueulasse, moins de 1600 mètres de visi ou plafond entre 300 et 200 pieds. Alors, il faut faire une approche de précision. On y reviendra après.
éventuellement, les pilotes peuvent faire des approches autonomes via leur propre système embarqué. Par exemple, le système de nav 3D sur la 10, bah, ça marche assez bien. Je suppose que la piste synthétique du Mirage 2000 permet pas mal de choses aussi. Dans le cas de terrain rouge, normalement, c'est atterrissage interdit. Ça reste de la simu sur BFR, on peut s'amuser si on veut atterrir avec 30 pieds de plafond et 50 mètres de visi, quoi. Même si, à mon avis, dans ce cas-là, il y aura quand même beaucoup plus d'avions à côté de la piste que sur la piste. Alors, il y a plusieurs choses qui doivent se passer lors d'un retour, lors des premiers échanges entre le pilote et le contrôleur. Donc, on est censé redonner les paramètres. Mais bon, sur BFR, ça change pas. Bon, c'est un peu accessoire. Le pilote doit annoncer, s'il ne le fait pas, on lui demande, type d'appareil, nombre, position, intention. De F18 à 40 nautiques du terrain. Voilà. Et les intentions, c'est est-ce que je fais une arrivée à vue? Ah, pas souvent on demande aux avions vos intentions, réarme, refueler. Ah bon, tu viens pas pour faire un tennis. Donc le pilote doit préciser son type d'arrivée, arrivée à vue, pour un break, pour une longue finale, ou s'il fait une approche aux instruments. S'il fait une approche aux instruments, est-ce qu'il veut une présentation autonome? Est-ce qu'il fait un guidage? Et sa finale, est-ce qu'il fera une finale TACAN, une finale autonome? Est-ce qu'il veut un GCA? Est-ce qu'il fera un ILS? Il est censé nous préciser tout ça. Si ce n'est pas le cas, alors on lui demande qu'on sache la séquence qui va venir. Donc dans le cas du bleu, blanc, voire vert, hein, le circuit de piste avec l'arrivée chasse typique, l'arrivée au break. L'avion va d'abord passer par les points d'entrée. Tant qu'il n'a pas eu l'autorisation, il est censé maintenir le point d'entrée et ne pas rentrer dans la CTR. Après le point d'entrée, il va procéder vers l'IP, le point initial, qui permet d'environ, en général à peu près à 5 nautiques sur l'axe, qui permet de s'axer correctement sur la piste. Il vient vertical et il fait son circuit, qui est une sorte de circuit de piste rapide et rapproché. L'IP, donc le point initial, c'est l'endroit où au plus tard, on lui donne normalement son numéro d'ordre, c'est-à-dire le numéro auquel il est à l'atterrissage. Supposons qu'il y a déjà 2 avions au break, quand Pouet Pouet One One arrive à l'IP. Numéro 3, derrière 2 F-18, fin de vente arrière, rappelez, dernier virage, train sorti verrouillé. Si on veut être même un peu plus précautionneux, rappelez en vue des trafics. Ici, au break, on a ce point-là, fin de vente arrière, qu'on peut appeler en gros, différentes façons de l'appeler, le dernier virage, le point 180, le fin de vente arrière, et on va demander à l'avion de nous rappeler train sorti SV, train sorti verrouillé, ou éventuellement 3 vertes, puisque c'est le nombre de diodes qui s'allument quand on a tout le train qui est sorti et verrouillé. En pratique, on peut faire plus court. Un avion qui arrive tout seul depuis le sud, on peut lui faire procéder directement pour le break main gauche 09, rappeler dernier virage, train sorti verrouillé. L'avion peut arriver directement, même couper l'IP pour le break. Le circuit conventionnel, avec la montée initiale, vent traversier, vent arrière, étape de base ou base, et la finale. Généralement, c'est un circuit plus grand que le circuit au break. Le cas de la longue finale, ici, l'avion va arriver directement dans l'axe à environ 5 nautiques. L'histoire de l'intégration directe. Un appareil peut venir s'intégrer directement en vente arrière, soit depuis l'est, soit ici depuis le sud-est, soit venir directement en base. À Krasnodar, le circuit est publié au nord. Un avion pourrait venir directement s'intégrer en vente arrière ou en base. Alors, petite précision, le circuit est publié par exemple à Krasnodar au nord. Donc les avions vont plutôt suivre le circuit. Bon, maintenant, si de temps en temps il y en a qui passent au sud et qui font du bruit au-dessus de la ville, bon, c'est pas très grave. Alors, à quel moment je peux autoriser un avion à atterrir? Sur le principe, un avion pour atterrir doit avoir la piste dégagée. Au moment où il touche les roues, il doit y avoir personne sur la piste. Ça, c'est le principe de base. On va voir qu'il y a des nuances qu'on peut faire avec des chasseurs et encore plus sur BFR. C'est-à-dire que les pistes étant grandes, les avions petits, relativement maniables et pour gagner du temps, etc., les chasseurs se posent régulièrement à plusieurs sur la piste. Déjà, au sein d'une même patrouille, c'est pas nous que ça regarde. C'est-à-dire que s'il y a Pouet Pouet One One et Pouet Pouet One Two, on va autoriser chacun à atterrir, mais si Pouet Pouet One Two il se pose 200 mètres derrière son leader, c'est pas notre problème. Sur des avions de patrouilles différentes, on peut autoriser le deuxième, en gros, quand le premier est à mi-piste. Avec ce qui est important, c'est de faire l'information. C'est de dire qu'il y en a un sur la piste, que celui qui soit en finale soit pas surpris, qu'il anticipe ce qu'il a à faire. On peut aller un petit peu plus loin avec les histoires de bande droite, bande gauche, et bande lente, bande rapide. Alors ce qu'on va appeler la bande lente, c'est le côté où l'avion va dégager. Par exemple, Pouet Pouet One One s'est posé. Pouet Pouet One One, trafic en finale derrière vous, maintenez bande lente ou maintenez côté droit, rappelez piste dégagée. Voilà, il va maintenir là.
Et Canard 11, bah, piste 09 autorisée atterrissage, un trafic mi-piste bande lente ou bande droite, après l'atterrissage, vous maintiendrez bande gauche. L'important c'est qu'il le sache. Alors, mi-piste, c'est un assez bon repère. En dessous, c'est pas plus mal d'ordonner une remise des gaz. Maintenant, si on est joueur, hein, on est sur BFR, on peut descendre un petit peu plus bas que mi-piste. Après, ça c'est à chacun de voir un peu comment il le sent, est-ce qu'on a affaire à des pilotes expérimentés ou pas, quelle est notre envie du moment. Donc attention par contre aux différents types d'avions. Jouez pas à poser un chasseur derrière un C-17 quand le C-17 est mi-bord. Il faut que le C-17 est dégagé. Voilà. Il faut que ça soit des avions bagnables et à peu près ayant à peu près les mêmes caractéristiques. La clairance anticipée. La clairance anticipée, ça c'est très pratique. Ça consiste à autoriser un avion à atterrir alors que la piste n'est pas encore dégagée, mais parce que je sais, que je suis raisonnablement sûr qu'au moment où il passera le seuil de piste, là, la piste sera dégagée. Hein, je peux avoir un F16 aligné là, un A10 qui est là, et je peux dire à l'A10, bah, autoriser atterrissage 09, parce que le temps qu'il fasse le chemin, je sais que le F16 sera en l'air et aura dégagé la piste. Maintenant, dans le cas des remises des gaz, alors en cas de doute, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr que ça passe, eh ben, vous dites à l'avion de remettre les gaz. Et un avion, après avoir remis les gaz, il va se demander qu'est-ce que je dois faire. On saute pas tout de suite sur l'avion pour lui donner les consignes, ce qu'il doit faire après remise des gaz. Hein, on laisse d'abord piloter son avion, rentrer le train, etc., etc. Sauf urgence ou quelque chose de prioritaire. L'avion remet les gaz et il y en a deux qui sont en train de breaker au-dessus. Vous allez tout de suite lui dire de maintenir 1000 pieds, par exemple, si les autres sont à 1500 pieds, ou lui faire l'info. Le cas du retour parking, on en a parlé brièvement. Une fois piste dégagée, l'avion doit maintenir position et attendre l'autorisation du contrôle pour rouler. Hein, on voit encore trop de pilotes qui spontanément dégagent la piste et roulent hop là vers leur zone sans savoir ce qui se passe. C'est encore plus vrai quand il y a un contrôleur sol qui est présent. Et dans ce cas-là, le transfert du contrôleur tour vers le contrôleur sol se fait une fois que c'est piste dégagée. Le roulage retour, bah, comme tout à l'heure, on l'a déjà dit, hein, les départs sont prioritaires sur les retours. Et ceux qui s'apprêtent à repartir, c'est roulage vers la zone de rearm refuel. Le cas des hélicoptères. Alors on s'intéresse au cas des départs et arrivées d'un aérodrome et des transits dans la zone. Si c'est dans les FARP, c'est pas notre problème, hein, ils font ça en auto-info. Vous trouverez sur le Discord des règles types qu'on a adoptées pour le comportement des hélicoptères. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en principe, le circuit de piste des hélicoptères se fait à 500 pieds sol. Alors, quelques trucs et astuces conscients des pièges qu'on peut avoir sur BFR. Nous sommes sur un serveur novice friendly. Il y a plein de gens qui sont de bonne foi mais qui ne connaissent pas forcément. Donc, qui vont pas forcément bien respecter les circuits, les clairances. Il faut le savoir. Voilà, ils le font pas, ils le font pas forcément exprès. Mais vous pouvez avoir un avion qui part du mauvais côté ou qui va pas bien comprendre ce que vous dites, qui va mettre du temps à exécuter les consignes. Ça peut considérablement perturber votre gestion. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. De même qu'une phraseo un petit peu aléatoire, que ça soit de notre côté contrôleur ou du côté des pilotes. Et alors, ce que j'ai appelé les kickables, on n'en a pas beaucoup, heureusement, mais des gens qui vont pas écouter, qui vont faire un peu n'importe quoi. Bon, ils sont pénibles à gérer, il faut le temps de trouver un admin pour éventuellement les kicker, etc. Ça vous bouffe de la ressource, ça vous bouffe du temps et de l'énergie, alors que potentiellement vous avez autre chose à foutre, quoi. Quelques pièges, alors c'est un bien grand mot hein, parce qu'avec l'OTATC, parce qu'on est bien content d'avoir ce formidable logiciel fait par Dart. On a une vue 2D, donc juste du dessus. On n'a pas cette vue comme si on était depuis, surtout pour la gestion du circuit d'aérodrome, on n'a pas cette vue comme si on était dans la vigie d'un aéroport. On a juste une vue du dessus, avec en plus du retard. Il y a du retard par rapport au réel. C'est-à-dire qu'il y a un peu il y a le temps du radar qui fait que surtout sur des avions qui sont proches et qui sont à forte évolution, arrivant au break, etc., vous pouvez voir l'avion vertical ou en train de tourner alors qu'il est déjà passé. Et la prise en main de l'OTATC, qui n'est pas forcément toujours intuitif ou facile, c'est super comme logiciel, c'est très très configurable, mais il y a plein de possibilités, donc c'est pas forcément évident à prendre en compte. Faut pas hésiter à faire un tour sur le Discord de l'OTATC. Mais quelques astuces générales, hein. Plus à l'avion il est vite au parking sorti de notre autres, moins il nous emmerde. Donc pour ça, on essaye de prendre les solutions qui soient à la fois simples et rapides. Alors rapide, ça veut pas dire les faire arriver à 600 nœuds, hein. Dans la mesure du possible, surtout quand il y a du monde, commencer à anticiper les coms. C'est-à-dire ne pas attendre que le pilote appelle, par exemple arrivant à Whisky, mais vous voyez un avion qui arrive à Whisky au retour, vous allez tout de suite lui dire
procédé pour l'IP et le break, rappelez dernier virage, train sortie verrouillé. Un avion qui arrive, que vous voyez arriver en sortie de zone, vous pouvez directement lui dire contacter sans attendre qu'il vous appelle. Parce que ce temps d'appel, c'est du temps d'occupation de fréquence que vous pouvez avoir besoin. Voilà. Et puis surtout, bah, ici on est là pour s'amuser. Donc on se prend pas la tête. Et voilà. Quelques trucs pour la gestion du break. Avec un avion qui arrive au break et des avions au départ, bien faire les infos. Signaler aux avions qui s'alignent qu'il y a un gars qui arrive au-dessus. À celui qui arrive qu'il y en a deux qui partent. Sur le papier, cette information suffit. Juste de dire poète poète one one qui arrive à l'IP, et bien et pour info, deux avions au départ, et à ceux qui partent, bah, j'ai un avion à 30 secondes du break. La plupart du temps, ça suffit. On peut, pour assurer le coup, mettre une limitation à altitude, hein, ou si on le sent pas. L'avion qui arrive, on lui fait l'info qu'il y en a au départ, bah lui il fait son circuit à 1500 pieds. Ceux qui sont au départ, on va leur dire bah, après l'envol, maintenez 1000 pieds, ou 1000 pieds maximum. En disant pourquoi 1000 pieds maximum, un trafic arrivant au break, 1500 pieds. Et une fois qu'on a vu que c'était bon, plus de limitation. On peut aussi faire une séparation en temps. C'est-à-dire que les avions, par exemple, on les aligne, on attend que celui qui arrive vertical soit passé au break, là il n'y a plus de danger, on autorise au décollage. Alors maintenant on va s'attaquer à un gros morceau, tout ce qui est les retours par mauvais temps, les approches aux instruments. Du coup on va faire que le survoler, que de voir un petit peu les, pareil, hein, toujours les principes de base, on va pas rentrer dans le détail de comment on fait, parce que là c'est un peu plus compliqué. Ça demanderait et ça demandera des sessions détaillées avec de l'entraînement, etc., etc. Donc là on va juste passer en revue un peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Le retour aux instruments va se faire par terrain vert, jaune et ambre. Dans le cas du terrain vert, hein, on l'a déjà évoqué, possibilité de passer à vue pour une finale directe ou un break une fois en vue du terrain. Sachant que c'est pas forcément évident, hein, si vous arrivez à, avec 700 pieds de plafond ou juste 3800 mètres de visibilité, bah, le terrain il va vous sauter à la tronche au dernier moment. Dans le cadre du terrain jaune, ici, hop, on fait ce qu'on appelle une approche classique ou de précision. Par contre, dans le cadre du terrain ambre, c'est uniquement une approche de précision. On va voir la différence après entre les deux. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en voyant les différentes phases d'une approche aux instruments. En fait, dans un retour aux instruments, il y a différentes phases, comme indiqué dans ce dessin qui a été pris sur le site du SIA, hein, le service de l'information aéronautique. Donc, les différentes phases. Il y a d'abord une phase d'arrivée, ici, hop là, qui est la phase qui va en gros, hein, à peu près, on va dire de la haute altitude jusqu'à un endroit, un repère, où on va se mettre soit en attente avant de poursuivre son approche, parce que par exemple il y a du monde devant, soit continuer à procéder. Ensuite, il y a une phase initiale qui consiste à descendre et à se rapprocher, à venir se mettre en position à peu près sur l'axe, et éventuellement, pas toujours, une phase intermédiaire. On va jusqu'à l'endroit où on va se mettre en bonne position pour effectuer l'approche finale. Par exemple, dans le cadre d'une approche ILS, ici, ça serait l'endroit où on vient intercepter le localizer, et ici, l'endroit où on intercepte le guide pour faire l'approche finale. Jusqu'à un point où soit on voit la piste et on se pose, ou on ne voit pas la piste, ou bien il y a un autre problème sur la piste, et on effectue une approche interrompue. On va voir un peu les différentes étapes. La phase d'arrivée, elle est à peu près de environ 30 nautiques terrain, ou à peu près l'entrée de la TMA, jusque soit le IAF, quand il y en a un, Initial Approach Fix, soit jusqu'au palier de stabilisation. Pour ça, comment on procède? Soit en suivant une fiche de procédure. Sur BFR en autonome, le pilote, bah, s'il n'y a rien, enfin, bon, selon l'intensité du trafic, il peut se débrouiller tout seul. Soit sous forme de guidage radar. Donc là, c'est nous qui allons guider l'avion de voler tel cap, descendre telle altitude. Sur BFR, on va retrouver un IAF si jamais il y a des fiches de procédure. Alors, c'est pas le cas, mais on pourrait s'amuser à en faire ou à en utiliser un jour à l'occasion. Le palier de stabilisation, ça va être dans les deux autres cas, autonome, présentation autonome de la part du pilote ou par un guidage radar. Alors, dans le cas d'une arrivée, le pilote va se débrouiller tout seul, par exemple avec la vue FD, sous les moyens à sa disposition. Nous, on va surveiller sa trajectoire, horizontale, verticale, éventuellement suggérer des manœuvres, de la réduction de vitesse, augmentation, réduction d'un taux de descente, pour qu'ils viennent s'établir sur un axe d'approche finale. Si on va sur un terrain où il y a des fiches de procédure, comme par exemple ici c'est le cas de Batumi, alors on n'a pas ça sur BFR, mais on pourrait imaginer en faire à l'occasion, eh bien la phase d'arrivée consiste à aller jusqu'au IAF ici en respectant l'altitude minimale de secteur. Minimum safe altitude, c'est-à-dire que là, on sait que dans un rayon de 25 nautiques autour de Batumi, selon le cap vers lequel je vais sur Batumi,
eh bien je peux descendre à telle ou telle altitude et je serai protégé du relief. Cap Batumi est intéressant, hein. On voit que là c'est la mer, il n'y a rien. On peut arriver par là en descendant jusqu'à 2000 pieds. Par contre, si j'arrive du sud, là il y a des gros parpaings, des montagnes, et ben je ne vais pas descendre en dessous de 15 700 pieds. Jusqu'à arriver vertical le Tacan, où là, de mémoire ici, on peut s'apprécier à 7000 pieds. Dans le cadre du guidage radar, généralement ça va être fait par le contrôleur qui a la TMA. Le contrôleur tour, quand il n'y en a pas, peut le faire aussi si c'est compatible avec la charge de travail à l'instant donné et que le contrôleur il sait faire. Donc comment on fait ça? On donne des caps, des altitudes et si besoin des vitesses de manière à amener l'avion jusqu'à un palier de stabilisation environ, allez, quelques nautiques avant la finale. Et là, sur ce palier de stabilisation, lui va réduire sa vitesse, sortir le train, etc. avant de faire son approche finale. Donc pour ça, on va lui donner des caps et on va le faire descendre vers des altitudes et si besoin, ajuster la vitesse. Une percée, les paramètres typiques de la percée chasse, c'est environ 300 nœuds et une vitesse verticale d'environ 4500, 5000 pieds minute. Ça fait une pente d'environ 10 degrés, ça fait 1000 pieds nautiques. Il faut que le pilote soit assez rigoureux dans la tenue de ses paramètres. Et nous, il faut qu'on surveille un petit peu de notre côté le taux de descente, s'il descend trop fort ou pas assez. Prenons le cas d'un retour d'un avion qui viendrait pour un ILS ou un GCA, pour une approche finale à 5, un début d'approche finale à 5 nautiques, soit à 1500 pieds sol. On veut que l'avion soit en palier configuré à cet endroit-là, pour qu'il fasse sa descente tranquille. Donc on veut qu'il soit établi sur l'axe, quand même les 3-4 nautiques avant, histoire qu'il ait tranquillement le temps de venir sortir le train, etc. Donc je vais venir chercher ce point-là. Alors c'est qui est facile avec le TATC. Supposons que j'ai un avion ici, et ben j'ai juste à dire, tourner à droite, à gauche, cap 300, 295. Alors on va pas dire du 297. On va pas s'amuser à faire tenir un cap à 1 degré près, hein. On va le faire à 5 degrés près. 290, 295, 300. Ok. Il faut prévoir en même temps que mon avion, faut le temps qu'il tourne. Je vais pas lui dire directement cap 300. Pour qu'il fasse un virage instantané, il faut que je me prévoie une petite marge. Voilà. Après, ça va dépendre du type d'avion. Hein, alors un chasseur ça tourne vite, un C-17 ça tourne plus lentement. Par exemple un avion qui serait par là, ça serait tourné à gauche, cap 300, et descendez. Descendez, je veux faire alors descendez ici, je peux le faire descendre 1500 pieds. Maintenant s'il y avait du relief, supposons une montagne ici à 3000 pieds, je le ferai descendre que à 4000 pieds. Tant qu'il n'a pas passé cette relief. Hein. En toute rigueur, d'ailleurs, on devrait construire des zones, des repères d'altitude en disant là je peux descendre à telle altitude, telle altitude. Bon, là, après on pousse le bouchon un peu loin. Mais c'est à nous de surveiller qu'il n'y a pas trop de relief dans ce coin-là. Ok, descendez 1500 pieds. Voilà. Et je vais surveiller comment mon avion descend. S'il descend fort, il sera plus bas plus tôt, il va consommer du carburant, bon, c'est pas très grave. Par contre, s'il est encore à 10 000 pieds quand on arrive ici, c'est un peu ballot. Alors c'est là où les paramètres typiques d'une percée chasse ont un sens. Si on prend ici, on voit qu'un avion qui prendrait environ 300 nœuds et une vitesse verticale d'environ 4500, 5000 pieds minute, il fait 1000 pieds nautiques. Alors ça c'est pratique. On sait qu'un avion à 20 000 pieds, s'il tient à peu près ces paramètres, il va lui falloir 20 nautiques pour perdre ces 20 000 pieds. Alors, on n'est pas dans des calculs exacts et je vais considérer que le palier de stabilisation avant la finale, par exemple à 1500-2000 pieds, ça va être 0. Et ça marche assez bien, hein. Prenez un avion donc, qui arrive à 20 000 pieds, et bien vous le faites démarrer une vingtaine de nautiques avant le palier de stabilisation. S'il tient ses paramètres, il devrait être pas mal au niveau des taux de descente. Alors on est sur BFR, on ne va pas s'attendre à ce que tout le monde tienne ça exactement, mais ça vous donne un repère. Dans le cadre de ces approches, il faut également prévoir le cadre de la séparation et de la cadence. S'ils sont plusieurs, il va falloir les séparer en fonction d'une cadence à tenir. Hein, la cadence, c'est le temps qu'on veut entre deux appareils. Ça dépend de plusieurs choses, la capacité de la piste, ce qui est déterminé par les autorités compétentes, bon, on s'en fout un peu, et du type d'avion, et aussi du type de finale. Donc il y a plusieurs façons comme ça de séparer les avions. Typiquement, ça peut se faire soit par 360, c'est-à-dire qu'on fait faire des cercles aux avions, on les met en attente, hein, ou par altération de cap. Alors, on va pas rentrer dans les détails là, s'il y a des gens que ça intéresse. On en reparlera de vive voix et il y aurait des trainings spécifiques à prévoir. Après, sur BFR, on fait pas ça tous les jours, hein. Approche intermédiaire et finale.
On va pas parler de l'approche initiale, parce que ça, c'est par exemple, si on arrive pour le TACAN, c'est toute la partie qui consiste à venir s'axer sur l'axe final. L'approche intermédiaire, en fait, c'est le palais de stabilisation pour la mise en configuration pour l'atterrissage. Ça, c'est important. Ici, on a un avion, on a pris le cas d'une descente à 2000 pieds QNH sur une pente qui est à 3 degrés. Donc le plan de descente, il va venir s'intercepter ici. Il ne s'agit pas que l'avion, il arrive ici, encore à 450 nœuds. Le temps qu'il réduise, qu'il sorte le train, etc. Eh ben, il sera prêt à débuter sa descente. Il sera là et il va devoir plonger comme un âne. Et c'est ni propre, ni confortable, ni sécu. Donc on amène l'avion avec suffisamment de distance. Vous voyez là par exemple on a 4 nautiques. Hein. Alors plus l'avion est gros, plus l'avion va vite, plus il faudra mettre de la distance. C'est pareil, si c'est une patrouille de 2, il faudra prendre un peu plus de distance que si c'est un avion tout seul. Et l'approche finale, elle, qui se fait au moment où on intercepte le plan de descente, hop, et on vient se guider soit jusqu'à l'atterrissage, soit si on n'a pas pu atterrir, jusqu'à la remise des gaz. On parlait tout à l'heure d'approche classique et de précision. La différence entre les deux, une approche classique, par exemple, les approches TACAN sont des approches 2 éléments. On ne connaît que son axe et sa distance. On n'a pas, par exemple, d'indiqué, on n'a rien qui nous indique si on est trop haut ou trop bas. Le taux de descente, normalement, on le calcule. Et en termes de guidage, c'est moins précis qu'un ILS ou qu'un GCA. Alors, à contrario, donc ILS ou GCA qui sont des approches de précision, c'est approche 3 éléments. On est un point, en fait. On sait où je suis sur l'axe, on sait où je suis en distance, on sait où je suis sur le plan de descente. Avec ces 3 éléments, je suis un point dans l'espace. Et c'est plus précis en termes de guidage que simplement une approche TACAN. Ou une approche VOR DME pour ceux qui connaissent côté civil. Les minima, c'est-à-dire le plus bas jusqu'à lequel on peut descendre. Et bien dans une approche classique, on a vu que c'était la limite de ambre, on va pas en dessous de 300 pieds. Dans le cas d'une approche de précision, on peut descendre jusqu'à la limite de rouge, 200 pieds. On peut avoir dans les deux cas des majorations possibles, c'est-à-dire que 200 pieds, bah, c'est le minima du minima. Il est évident que si j'ai une grosse colline ou des arbres qui percent et qui font que si je descends à 200 pieds, je me les prends, eh ben, il faudra que je m'arrête avant. Et quand les minima sont atteints, soit je vois la piste ou la rampe d'approche, j'atterris. Si je la vois pas, ou si pour une autre raison, hein, je remets les gaz. Le cas de la remise des gaz, on va le prendre soit pour ce qu'on appelle un rodéo, soit pour une nouvelle procédure complète. Un rodéo, en gros, c'est faire un grand tour de piste au radar à l'avion pour le ramener, quoi. Si la remise des gaz est prévisible, on va donner la clairance avant au pilote. C'est-à-dire que même avant qu'il débute sa descente, on va lui dire en cas de remise des gaz, eh bien tu tourneras à gauche cap nord, tu monteras 3000 pieds, tu monteras dans l'axe, etc. Sinon, si la remise des gaz est imprévue, on attend, on saute pas tout de suite sur le bec du pilote, encore une fois sauf urgence. On attend qu'il soit prêt à noter pour lui donner les éléments. Surtout c'est aux instruments, faut qu'il rentre le train, etc., etc. Voilà. Faut pas les perturber ces petites bêtes. C'est fragile un pilote. Alors ici il y a quelques suppléments pour ce que c'est qu'un rodéo, comment fonctionne la cadence, les GCA, esquisse de procédure chasse. Et ça sera disponible dans le PDF. C'est des supports supplémentaires pour éventuellement des formations complémentaires. Voilà, et si vous avez des questions, vous pouvez nous trouver via le Discord.